Bien, Madame la Directrice, chers étudiants, merci de me donner la parole dans cette école. Je suis venu ce soir vous dire plusieurs choses. Je suis venu tout d'abord vous raconter une anecdote bête et méchante. Cette anecdote, elle se déroule il y a à peu près un peu moins de 2 ans. Et quand on en l'a raconté, enfin quand on en a eu connaissance, on a tout de suite compris quels étaient les enjeux de la maritimisation. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tous entendu parler des îles Senkaku-Diaoyu, c'est un cas d'école. Et vous savez que ce sont des îlots qui sont disputés entre le Japon et la Chine. Ce sont des îlots qui n'ont aucun intérêt. Ces îlots sont inhabités, ils ne contiennent en eux-mêmes aucune ressource, et ils sont de toute façon inintéressants géostratégiquement. Et pourtant, parce que le Japon était allé trop loin dans la revendication de ces îlots, la Chine a décidé du jour au lendemain, en 1 heure, de couper l'exportation de terres rares au Japon. En moins de 4 heures, les usines PSA Renault des Hauts-de-Seine, là juste à côté, s'arrêtaient de tourner. Pourquoi? Eh bien simplement parce que la fabrication des usines Renault, elles contiennent des composants électroniques. Ces composants électroniques sont fabriqués par les Japonais, et ces composants électroniques doivent impérativement inclure, vous le savez, des terres rares. Et la Chine, elle possède 98% du marché mondial des terres rares. Donc, pour une petite dispute entre deux nations éloignées pour des îlots inhabités, ça a des répercussions en moins de 4 heures sur notre propre économie. Quand les usines PSA Renault s'effondrent, s'arrêtent, c'est au minimum 10 000 emplois directs et indirects qui sont touchés, j'allais dire, dans les heures qui suivent. Alors, qu'est-ce que je vais essayer de vous montrer un petit peu ce soir? Alors, la maritimisation est un enjeu planétaire. On va d'abord se poser la question de savoir si c'est une nouveauté. On va étudier, comme tout bon géopoliticien, on va commencer par les réalités physiques et les réalités juridiques, par les réalités économiques, les réalités des ressources et les réalités géopolitiques. Et ensuite, on verra en quoi c'est important pour la France. Alors, la maritimisation est un enjeu planétaire. Je voudrais savoir si dans cette salle, est-ce qu'il y en a qui considèrent que la maritimisation et la mondialisation économique est une nouveauté? Non? Personne. Donc vous considérez qu'il y a déjà eu des mondialisations avant? Bon, vous avez raison. Il y a eu 2 mondialisations avant la nôtre. L'une est au début du XVIe siècle et l'autre est au milieu du XIXe et début XXe. Donc, la mondialisation telle qu'on la connaît aujourd'hui n'est pas véritablement une rupture géopolitique dans les relations internationales. Elle implique des choses qui sont nouvelles, ça à 100%, mais dans sa structure fondamentale, c'est-à-dire dans la polarisation des flux de la mondialisation, dans l'inter-indépendance et dans le commerce international, tout comme dans les technologies qui sont utilisées, la mondialisation telle que nous la connaissons, c'est la 3e qui arrive dans l'histoire moderne. Alors, tout d'abord les réalités physiques. Bon, vous le savez très bien, 7 milliards d'habitants sur la planète en 2013. Depuis 2008, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les urbains ont dépassé le nombre de ruraux. Donc on a plus d'habitants qui habitent sur les côtes et dans les villes que sur tout le reste de la planète. Et puis vous avez 90% des habitants dans le monde qui vivent à moins de 100 km des côtes. Et ce chiffre est à 50% dans l'Union européenne. Bonjour. Quand on a eu ces chiffres en tête, les nations du monde ont décidé, via une convention que vous connaissez, via la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, d'établir un cadre juridique. Alors, ce cadre juridique, il est important que vous reteniez 3 zones fondamentales. Vous devez reconnaître d'abord ce qui s'appelle la zone de souveraineté, ensuite la zone économique exclusive, et ensuite la zone internationale. Ce sont les 3 zones que vous devez connaître si vous voulez aborder le thème de la maritimisation et surtout des enjeux juridiques liés au droit de la mer. Cette Convention des Nations Unies, elle a une particularité, c'est qu'elle a été signée en 82, elle est entrée en vigueur qu'en 94. Et on a des problèmes avec cette convention parce que certains grands États ne l'ont pas signée, enfin ne l'ont pas ratifiée, comme les États-Unis. Et en fait, on avait voulu créer ce cadre pour pacifier les rapports en mer.
Et vous allez voir que en fait, c'est un petit peu le contraire qui s'est passé, c'est que ça a exacerbé des tensions et que ça fait ce qu'on appelle la territorialisation des espaces maritimes, c'est-à-dire la projection en mer de conflits à terre. 3 espaces fondamentaux, la zone de souveraineté qui comprend la mer territoriale et la zone contiguë. Celle-ci, l'État est complètement souverain. Il fait ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il exploite les ressources, il interdit ou pas les bateaux de passer, les siens, les autres, les bâtiments de guerre, les bâtiments de commerce, les bâtiments de pêche, etc. Pour tout ce qui est zone économique exclusive qui s'étend jusqu'à 200 miles, l'État est souverain dans le sous-sol et la colonne d'eau. C'est-à-dire que c'est lui qui soit exploite en son nom propre, soit distribue des licences. Ces licences d'exploitation, ça peut être par des grandes compagnies internationales, quand l'État, par exemple, n'a pas les moyens lui-même d'exploiter via ses compagnies nationales. Je prends par exemple le cas du Nigeria, que vous connaissez. Alors pourquoi c'est important? Parce que dans la colonne d'eau, il y a tout ce qu'on appelle les ressources halieutiques, c'est-à-dire le poisson. 300 millions aujourd'hui de personnes vivent quotidiennement grâce aux produits de la pêche, directement. L'État aussi est souverain sur ce qu'on appelle les ressources benthiques, c'est-à-dire les ressources qui sont sur le sol marin. C'est très important et on verra lesquelles plus tard. Et enfin, il est souverain, vous l'avez bien compris, sur tout ce qui est ressources sous-marines, c'est-à-dire essentiellement le gaz et le pétrole. Comme bien entendu les États n'en ont jamais assez, l'ONU a découvert que en fait, cette extension du plateau continental que vous voyez descendre ici pouvait donner lieu à une extension de la zone sur laquelle il va y avoir les mêmes droits en termes de ressources. Ça s'appelle la zone d'extension juridique du plateau continental. C'est géré par un organisme de l'ONU devant lesquels les nations du monde ont déposé des dossiers, notamment la France. Et vous savez que certaines demandes viennent d'être acceptées puisque la France a augmenté son domaine maritime de plusieurs millions de kilomètres carrés. Là-dessus, si vous voulez, on pose des dossiers. Comment ça se passe concrètement? Une nation va dire « Oui, mais moi, mon plateau continental ne s'arrête pas là, il continue, donc j'ai droit à tout ça. » Il faut le prouver. Donc il y a une commission, il doit monter des dossiers d'expertise et il doit le déposer devant cet organisme des Nations Unies qui s'appelle la commission extra-plaque, pour extra-plateau continental. Ensuite, il y a une contre-expertise qui est faite, c'est-à-dire que les experts de l'ONU doivent confirmer ou infirmer les prétentions du pays, et ensuite seulement, il est enregistré officiellement que la zone d'extension du plateau continental est bel et bien effective et revient au droit souverain de cet État. En revanche, ce sur quoi n'a pas prise l'État dans sa ZEE, la zone économique exclusive, c'est le droit de passage. C'est-à-dire que, a priori, sauf état de guerre, l'État qui possède la zone économique exclusive doit laisser libre passage aux bateaux de commerce, aux bateaux de pêche, aux bateaux de fret, de passagers, aux vraquiers, etc., etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que le principe juridique qui sous-tend tout le droit de la mer, c'est la libre circulation. Parce que c'est cette libre circulation qui irrigue le commerce mondial et qui fait la maritimisation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on atteint des points critiques dans la gestion de ce droit, notamment grâce aux îles artificielles que construisent les Chinois, comme vous le savez, parce qu'ils jouent de leur droit juridique, parce qu'ils disent « Ok, puisque c'est comme ça, et bien là, comme ce n'est pas considéré comme à nous, parce que c'est la zone internationale, on va construire une île artificielle. » Et quand vous avez une île, c'est facile, vous prenez un compas, vous prenez une distance de 200 miles, ça fait à peu près 450 km, vous faites un rond, et vous êtes propriétaire de toutes les ressources qui sont autour. Donc là, on a des gens qui manipulent la convention de Montego Bay pour arriver à leur propre fin, c'est-à-dire à posséder finalement le plus possible de territoire maritime. Et on verra pourquoi. Et puis vous avez la zone internationale, c'est la haute mer. Là, le principe, c'est la liberté absolue. C'est-à-dire que tous les bateaux de guerre, etc., peuvent circuler librement. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'exploiter les ressources sous-marines simplement en passant par l'autorité maritime, l'autorité des fonds marins. Voilà. Vous devez, si vous êtes une entreprise ou un État, vous devez déposer une demande auprès de cette autorité pour pouvoir exploiter les fonds marins. Donc là aussi, on comprend toute l'importance du maintien de cette zone internationale. Petite exception à tout ce que je viens de vous dire, les détroits. Les détroits comme les détroits de Malacca sont des zones considérées comme internationales alors qu'elles bordent les pays qui en sont riverains. Et ça pose notamment problème avec le Canada.
parce que le Canada considère que les eaux qui passent entre les îles, ces îles au nord, sont des eaux intérieures. Ce que conteste l'Union européenne et les États-Unis en disant non, c'est des eaux, c'est des détroits, parce qu'il va y avoir du commerce mondial et il y a déjà du commerce. Alors, ce cadre juridique, pourquoi il a été fait si rapidement par les nations? Parce que vous avez une réalité économique qui est celle-ci, c'est que le secteur maritime, c'est un secteur qui connaît une croissance constante depuis plus de 40 ans. Vous le voyez depuis 1970, vous avez 3 grands types de trafic maritime. Pétrole et gaz, le vrac, alors le vrac ça peut être n'importe quoi, ça peut être du sable par exemple, du gravier. Vous avez les divers ça contient les porte-conteneurs et les passagers, entre autres. Il faut savoir que 9,6 milliards de tonnes sont transportées en 2013. On ne passe pas encore la barre des 10 milliards, mais ça équivaut, pour vous donner une idée un peu plus précise, 1 million de tours Eiffel transportées. Ça commence à faire de la marchandise. Combien de navires? Comment ça se concrétise tout ça? Vous avez à peu près 50 000 navires qui sillonnent les océans au 1er janvier 2014. Qu'ils soient dans les ports ou qu'ils soient en transition. Comment ça se... Alors retenez pas tous les chiffres, hein, c'est plutôt la proportion qu'il faut retenir. Les navires de marchandises diverses, c'est 33%. Alors ça peut être ce qu'on appelle du cabotage, c'est-à-dire des petits transports entre, par exemple, dans la mer du Nord ou en Manche. Vous avez les vraquiers dont on a parlé, les porte-conteneurs, les navires citernes et les navires à passagers. Ce qu'il faut retenir de ces chiffres, si vous voulez, c'est que on pourrait penser que c'est pas beaucoup, 50 000 navires, mais c'est 50 000 navires par jour qui doivent arriver quelque part et qui partent de quelque part. Et les points qui polarisent ces flux, ce sont les villes, et ce sont les villes portuaires. Et finalement, quand on regarde, il n'y en a pas tant que ça. Quelques informations, histoire de briller au repas de ce soir. 4 États se partagent la délivrance de pavillons. Le pavillon, c'est le lien légal qui unit le bateau à un État. Alors pourquoi Panama, Libéria, îles Marshall et Hong Kong, c'est pas ce qu'on peut appeler des puissances maritimes, en tout cas pas des puissances navales. Ce sont ce qu'on appelle des pavillons de complaisance. C'est-à-dire que là, l'État dit, si tu te pavillonnes sous mon drapeau, on fermera les yeux. Ah oui, mais je respecte pas le droit social. Ouais, non, mais t'inquiète, on verra. Je respecte pas les normes environnementales. Ouais, t'inquiète, c'est pas grave. Par contre, tu vas payer un petit peu d'impôts. Mais ils sont toujours plus gentils, eux, en termes d'impôts, que la France ou que l'Union européenne. Parce que le lien juridique d'un bateau avec l'État, c'est aussi là où il va reverser son imposition. Voilà, donc ça c'est un petit problème, si vous voulez, c'est l'équivalent, pour vous donner un parallèle, c'est l'équivalent des paradis financiers pour les banques et les marchés financiers. Les Philippines fournissent 20% des équipages mondiaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Un bateau, c'est le reflet de la mondialisation. C'est le reflet de la mondialisation parce que vous avez un bateau qui a été construit par un armateur allemand, par un constructeur allemand. Il a été armé par une entreprise française, c'est-à-dire on a fourni un équipage via une entreprise française. Dans cet équipage, il y a 20% de Philippins. Le commandant en second est un Hongrois, le commandant lui-même est un Tchèque, qui travaille pour une société hongkongaise, qui va transporter via des conteneurs fabriqués en Afrique du Sud une marchandise qui appartient à une autre entreprise de Chine qui va la vendre au Japon. Donc pour démêler tout ça, si vous voulez, il faut de solides sociétés d'assurance et de solides sociétés d'avocats. Si jamais vous êtes passionné par le droit maritime, il y a des vrais casse-têtes, parce que ça pose le problème de la responsabilité. Le trafic maritime mondial, c'est ça. Mettez-vous bien en tête ces lignes de trafic qui sont en fait les dynamiques réelles du monde. Vous ne pouvez plus avoir dans votre tête la carte simple du monde telle qu'on vous l'a présentée. La carte du monde telle qu'on vous l'a présentée est une carte du monde statique. Ça ne correspond pas à la réalité, en tout cas pas à la réalité maritime. Alors, on verra ça plus tard un petit peu plus en détail. Ce que vous pouvez déjà constater ici pour l'Union européenne, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a quand même un très gros trafic entre États-Unis et Europe, puisque les États-Unis sont le premier partenaire commercial de l'Union européenne. Ceci dit, quand on va par là, et quand on va ici, on se rend compte que pour nous, les Européens, chaque point important de passage est un point chaud, c'est-à-dire un point sujet à tension géopolitique, à guerre, à mine, à terrorisme, à vol, à brigandage, à piraterie.
Je vous fais pas un dessin pour la Méditerranée, vous connaissez tous ce qui s'y passe. Ici, vous avez bien sûr le canal de Suez, vous avez Bab el-Mandeb, le détroit d'Ormuz, vous avez ici toute la zone de piraterie, ici vous avez les zones aussi de piraterie et d'instabilité politique. On remonte ici en mer de Chine où on verra qu'il y a des très grosses tensions, et on finit ici où là il y a des tensions interétatiques très importantes. Pourquoi ces flux ils sont importants pour nous? Ils sont importants pour nous non seulement parce que c'est là qu'on importe des produits finis que vous utilisez tous les jours. 80% de ce que vous utilisez tous les jours, là, quotidiennement, est passé par ces routes-là. Que ce soit vos habits, que ce soit vos téléphones, que ce soit vos ordinateurs, que ce soit vos jouets pour Noël, que ce soit le jouet que vous allez offrir à vos enfants, etc. etc. Enfin, peut-être pas à vos enfants tout de suite, mais ou que vos parents vont vous offrir. Toutes ces choses, tous ces composants, tous ces petits, ce micro, cette montre, etc. Au moins des composants, bonjour. Au moins un des composants a passé 4 mois en mer en suivant cette route-là. Donc la nécessité, si vous voulez, de cette route maritime, elle est à la fois en termes d'importation et elle est aussi vitale en termes d'exportation parce que nous exportons vers la Chine des produits manufacturés de très haute technologie. Ça peut être des composants de fusée, des composants d'avion, etc. Et puis c'est très important pour la Chine. On y reviendra pourquoi, parce que c'est elle aussi qui lui permet d'importer ses matières premières et de vider sa production manufacturière vers les marchés porteurs que sont les États-Unis et l'Europe. La mondialisation, c'est deux choses. C'est Internet et le porte-conteneurs. Il n'y a pas de rupture technologique là-dedans. Internet, ça ne fait que prolonger le téléphone. Mais ça permet d'avoir des données qui sont bien plus importantes en quelques millisecondes. Et vous savez que pour des marchés financiers, par exemple, quelques millisecondes peuvent jouer des millions de dollars. Alors, le porte-conteneur, lui, c'est quelque chose qui a été inventé dans les années 70 par quelqu'un qui est resté complètement anonyme et qui a fini pas très riche et dont je ne me souviens même pas du nom. Donc c'est pour vous dire qu'il était vraiment anonyme. Mais c'est un génie parce qu'il a réussi à standardiser la façon de transporter les marchandises mondiales via ces petits conteneurs qu'on appelle des équivalents 20 pieds. Et on a créé ces espèces de monstres des mers que sont les porte-conteneurs. Hein, le Kerguelen dépasse en longueur la Tour Eiffel si vous le quillez, que vous le mettez droit. Ce sont des bateaux qui, quand vous levez les yeux, sont plus hauts que la Tour Eiffel. Vous voyez ici une échelle qui peut vous parler. Là, on ne le voit pas, c'est votre voiture. Là, c'est le semi-remorque, un A380. Le porte-avions Charles de Gaulle, qui est quand même pas une petite bicoque. Le Queen Mary, qui lui non plus n'était pas une coquille de noix. Et vous avez ici à peu près la dimension d'un porte-conteneur standard. Qu'est-ce qui est important à retenir? Un porte-conteneur comme ça, c'est 18 000 ou 20 000 équivalents 20 pieds. Donc 18 000 boîtes comme ça. Ça ne vous dira rien et vous l'oublierez. En revanche, ce que j'espère que vous n'oublierez pas, c'est qu'un porte-conteneur comme ça, c'est un train de 350 km de long. Pour vous donner une idée. C'est plus d'une dizaine d'Airbus A380. C'est plus d'une centaine, ou oui, je crois que c'est plus de 300 ou même 3000 d'ailleurs, semi-remorque. Ce phénomène, vous le voyez, lui aussi est en parfaite augmentation depuis les années 70, excepté la chute du commerce mondial suite à la crise de 2008. Mais vous voyez que c'est quand même un secteur qui, après avoir repris de plus belle, redescend un petit peu et remonte. Le porte-conteneur, comment ça fonctionne? C'est un armateur dont le seul but dans la vie, c'est la régularité. On ne leur demande pas à ces monstres, on ne leur demande pas d'être rapides. S'ils sont rapides, c'est bien. Mais on leur demande surtout d'être réguliers. Et c'est pour ça que la logistique portuaire est extrêmement importante. Et c'est pour ça que quand des ports sont bloqués, comme le port de Marseille pour des raisons de grève, etc., c'est en fait extrêmement dommageable pour nos économies et aussi pour les armateurs. Parce qu'un armateur, une heure de perdu, c'est 10 millions de dollars qui s'envolent. Donc, il n'y a rien de plus énervant pour un armateur ou pour des gens qui attendent leurs marchandises d'avoir un porte-conteneur qui est bloqué dans un port, qui s'est perdu, qui s'échoue, qui prend du temps, enfin voilà. Donc, ou des équipages par exemple qui ne sont pas motivés. C'est pour ça que la vie sur les porte-conteneurs est relativement agréable. Je n'ai pas dit que c'était le Club Med, mais c'est relativement agréable. Parce que les gars sont censés pouvoir profiter de la régularité des lignes pour avoir le meilleur rendement possible. Donc retenez bien ça, c'est pas la vitesse, ça va à un peu moins de 20 nœuds ça, c'est pas très rapide. En revanche, ça doit être hyper régulier.
Ce phénomène de du porte-conteneur, il s'accompagne de quelque chose de très 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 important, c'est les câbles sous-marins. 90% du trafic Internet et téléphone passe par ces câbles. Vous devez avoir ce plan-là en tête dès que vous étudiez des questions de relations internationales. La vraie vulnérabilité des pays, elle est dans le blocage de leurs routes maritimes, si on veut les étouffer économiquement, et si on veut les couper de tout, ce sont ces câbles-là. Quand vous téléphonez, ce n'est pas un satellite qui vous capte, c'est extrêmement rare, c'est 2% du trafic. Celui qui va passer votre commande Internet, celui qui va pouvoir vous téléphoner, et même des communications internes, vont passer parfois par des câbles sous-marins. Ces câbles-là, ils sont très vulnérables. Ils sont très vulnérables d'ailleurs parce qu'au début, c'était censé être que quelque chose de purement économique. Et puis on s'est rendu compte que comme toutes les choses économiques, ça avait une importance géopolitique. Ces câbles sous-marins, ils ont une vulnérabilité physique et une vulnérabilité technologique. La vulnérabilité physique, c'est qu'ils peuvent être sectionnés. Par accident, c'est arrivé. On se souvient de cette géorgienne qui voulait creuser un truc dans son jardin et tombait sur un câble, a privé la Géorgie d'Internet pendant 5 heures. Voilà, donc, parce qu'elle a touché le truc en cuivre qui passait sous sa maison. On se souvient aussi que l'Australie en 2008 a connu une coupure Internet parce que les mailles un remorqueur à pêche avait simplement pris le fil, et puis alors comme les remorqueurs à pêche sont toujours très fins, ben, ça a coupé immédiatement. Donc priver Internet l'Australie pendant 8 heures à peu près d'Internet, je crois qu'ils ont perdu l'équivalent de 500 millions de dollars. Donc c'est pour vous dire que tout est coupé, toutes les communications sont coupées. Et puis la vulnérabilité technologique, c'est la suivante, ben, c'est qu'on met des mouchards. La NSA, tout ce qu'elle entend, c'est pas avec les paraboles et les trucs d'écoute, ça c'est pour les films. Ce qu'elle entend, c'est parce qu'elle met des mouchards ici, sur tout ce qui arrive en trafic. Là par exemple, c'est très intéressant ce que dit la France au Royaume-Uni. Très très intéressant, ben, ça passe par des câbles sous-marins. Donc il faut détecter les mouchards, il faut empêcher que d'autres nations puissent les poser, et il faut veiller à la protection de ses propres câbles. Ça influe sur les relations internationales, et ça influe sur quelles relations internationales? Particulièrement sur les pays africains qui sont très vulnérables à ces câbles. Vous avez des rapports sous l'ombre entre pays d'Afrique, parce que vous avez en dehors de l'accès par exemple aux ressources ou aux matières premières, ou même au trafic maritime, vous avez des pressions qui sont faites par des pays, j'allais dire mieux câblés que les autres, et qui refusent par exemple à d'autres de reverser une partie du trafic. Donc, ayez toujours en tête cette carte des câbles sous-marins qui, à mon avis, est très importante pour comprendre les relations internationales et surtout les enjeux sécuritaires. Les enjeux sécuritaires de ces câbles, c'est aussi la vulnérabilité portuaire. On sait, parce qu'on l'a vécu, que des trafiquants de drogue et d'armes ont pu pirater des logiciels portuaires pour faire passer des porte-conteneurs qui devaient contenir des bananes ou des trucs comme ça, avec des porte-conteneurs qui étaient remplis de drogue. Sauf que comme on ne peut pas vérifier tous les porte-conteneurs qui défilent par jour, on a mis du temps à découvrir ça. Ça fait partie de la vulnérabilité cybernétique liée à la maritimisation. Donc, ça aussi c'est important, l'accès aux matières premières. C'est pas fondamentalement là ce que je vous présente des ressources maritimes. Ce sont des ressources en général. Quel est, à votre avis, le premier pays producteur de matières premières aujourd'hui? Comment? L'Australie. Et quel est le pays qui en consomme le plus? La Chine. Vous avez tout compris. Donc, quand les États-Unis ont fait leur pivot géostratégique, ils avaient ça en tête. Ils se sont dit, dans cet océan, il y a le plus gros producteur de matières premières et le plus gros consommateur. À mon avis, c'est là que ça va se passer. Ces matières premières, ne les retenez pas tous, je pourrais vous donner le PowerPoint avec tous les chiffres si ça vous intéresse. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est par la mer que circulent ces ressources. Donc là aussi, on est face à des tensions géopolitiques et géoéconomiques qui sont très importantes. 80% des échanges en valeur sont transportés par mer et manutentionnés dans les ports. C'est tout, le chiffre parle de lui-même. Les ressources marines, ça c'est très important. On a vu que la maritimisation, c'était l'explosion du trafic maritime, en termes de valeur, en termes de marchandises. On a vu que c'était les câbles.
Et puis il y a cette troisième composante qui sont les ressources marines. C'est dans la mer que se situent les points de croissance que les politiciens cherchent. C'est là que se situent les emplois, parce que c'est là que se situent aussi les ressources. Et vous savez comme moi que la France est très bien dotée en la matière, puisqu'on a le deuxième domaine maritime et économique mondial. Ces ressources, 1/6 de l'énergie mondiale est produite en mer. Vous avez tout ça qui rentre bien entendu dans tout ce que vous connaissez de production. Les nodules polymétalliques par exemple, vous en entendez parler depuis 20 ans. Comment ça se passe concrètement quand on découvre une ressource? Vous avez une prospection qui est faite par une entreprise, première étape. Total, Elf, Shell, etc., peu importe. On vous dire, voilà, on ne connaît pas cette zone, on voudrait faire une prospection. Autorisation des États, ou pas. Et puis vous avez un relevé qui est fait en fonction de la ressource qui est trouvée. Et puis quand c'est comme ça ne suffit pas. Il faut qu'on ait la technologie pour exploiter, et il faut qu'on ait la technologie pour l'exploiter de façon rentable. Donc les nodules polymétalliques, ça fait 20 ans qu'on les a découverts, c'est pas une nouveauté. Sauf que ça fait depuis que quelques années qu'on a la technologie pour les exploiter de façon rentable. Donc tout ça, ça se situe à la fois sur le sol marin et à la fois en sous-sol. Donc reliez ça avec le cadre juridique que je vous ai présenté tout à l'heure, avec les zones économiques exclusives. C'est à tout ça que peut accéder un État qui a une zone économique exclusive. Donc vous voyez le déséquilibre qu'il peut y avoir entre des États enclavés et des États non enclavés. Et vous voyez le déséquilibre qu'il existe entre des États qui ont la capacité de surveiller leur zone économique maritime et des États qui n'ont pas cette capacité. Les ressources halieutiques, on en a parlé. Si vous devez retenir 3 choses, la maritimisation c'est quoi? Le trafic maritime, les ressources marines et les câbles sous-marins. Tout ceci engendre forcément des tensions géopolitiques. Les tensions géopolitiques, elles sont de plusieurs sortes. Elles sont interétatiques, elles sont asymétriques et elles sont parfois complètement occultées, elles sont cachées. Ce sont parfois comme des marais, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement de va-et-vient, c'est-à-dire que des conflits à terre ont des prolongations en mer et des conflits naissent en mer et qui vont influencer les relations interétatiques sur la Terre. Vous avez ici donc 2 zones que vous avez déjà dû étudier. Je crois, vous avez étudié la mer de Chine méridionale. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette mer? Nous, on doit se préparer ici à un conflit de haute intensité. La France, comme vous le savez, est à la conférence des États d'Asie-Pacifique. Parce qu'elle a des possessions, tout simplement. Or, ici, vous avez le détroit de Singapour, dont on a vu qu'il est vital pour le commerce européen. Donc ici, si ça dégénère, il faut qu'on soit capable, peut-être pas d'intervenir, mais au moins de protéger notre propre trafic, nos propres exportations et nos propres importations. Je vous rappelle pour l'anecdote que la marine française, militaire, sa création, à l'origine, c'est justement pour protéger le commerce maritime. Jusqu'à très récemment, il y avait simplement un ministère de la marine qui comprenait la marine marchande et la marine militaire. C'est depuis très récemment qu'en fait ça s'est dissocié, qu'on a rattaché la marine de guerre au ministère de la Défense. Vous avez des menaces de toutes sortes. Alors ici, un conflit interétatique typique. Vous avez ici 2 types. La piraterie dans le golfe d'Aden, qui est en chute parce que nos opérations navales ont du succès. Ce qui est presque étonnant. Pour vous donner une idée de ce que c'est, vous avez tous les chiffres. Une comparaison qui est intéressante. Assurer la sécurité dans cette zone, c'est comme assurer la sécurité de Paris avec une patrouille de 4 policiers. Voilà, donc on est obligé, si vous voulez, de faire avec ce genre de moyens. Les espaces à couvrir sont énormes. Un bateau, même s'il y en a beaucoup, ça n'a jamais qu'une surface radar qui est relativement réduite. Et puis ça a une vitesse d'intervention sur laquelle on ne peut pas influencer. Ici, vous avez une autre type de piraterie, une piraterie à la fois plus politique et puis encore plus populaire, diffuse, parce que la piraterie ici alimente les circuits économiques locaux. Le pétrole, par exemple, qui est siphonné de vraquiers, il est directement injecté dans l'économie locale. Donc vous ne le retrouverez pas dans des circuits mafieux, mais vous le retrouvez dans la mobilette du mec qui va vendre ses poulets au marché. Donc ils ont un soutien populaire, ces pirates, très important. Ils peuvent être même militaires. Ça peut être des militaires le jour, ça peut être des pirates la nuit. Donc on a des gros problèmes parce que ici, contrairement à la Corne de l'Afrique, là on a un État failli. Ben, contrairement à cette zone-là, ici on a des États qui ne veulent pas qu'on entre dans leur zone de souveraineté. C'est le cadre juridique que je vous ai présenté tout à l'heure. Quand l'État est souverain,
Il n'a pas envie de voir des bateaux de guerre faire la police à sa place. Il y a une question de fierté, il y a une question de corruption, mais comme la France se plie au droit international pour la plupart du temps, quand même, on n'est pas des monstres. Comme la France se plie au droit international, et ben, si le Nigeria nous dit écoutez les gars fument, vous ne rentrez pas dans ma zone. Oui mais on se fait brigander là. Ouais. Et voilà. Et donc ce qu'on fait, c'est des programmes de formation entre armées. Et on a beaucoup d'officiers par exemple de la marine nigériane ou togolaise. Alors la marine togolaise c'est 2 corvettes, hein, donc on descend en pression tout de suite. Mais il faut les former ces gens-là. Sauf que notre expertise technique là-dessus, s'arrête aux politiques. On pourra former des super officiers de la marine. S'ils n'ont pas le matériel déjà, bah, on ne peut pas faire grand-chose. Et puis si derrière le pouvoir politique ne les soutient pas parce que lui-même est corrompu, ça ne sert à rien. Donc on est un petit peu devant une impasse géopolitique et donc on compte sur les étudiants comme vous en relations internationales pour nous proposer des solutions innovantes, des circuits innovants, des idées innovantes auxquelles on n'a pas pensé. Comment on peut contourner un État qui a des problèmes de corruption jusqu'à un très haut niveau. On rencontre le même problème dans une zone qui n'est pas sur cette carte, mais dont on peut voir, dont on peut voir l'importance, c'est en zone Caraïbe. Nos gros ennemis en zone Caraïbe, c'est les narcotrafiquants. Est-ce que vous avez vu le film Sicario? Est-ce qu'il y en a certains qui l'ont vu là? C'est un super film. C'est un super film sur les agents américains qui dépassent leur juridiction frontalière et qui vont intervenir directement dans les cartels de drogue dans les villes au Mexique. Histoire vraie ou pas, toute ressemblance, etc., etc. Mais l'important pour nous, c'est quoi? C'est que dans ce film, le gars vous dit, de toute façon, parce qu'il y a une nana qui est pas contente parce qu'on respecte pas les droits de l'homme, le droit international, alors bon, c'est toujours comme ça. Et le gars lui dit, le chef de gang dans l'opération, lui dit, écoute ma cocotte, c'est très simple. Pourquoi on intervient en dehors de nos juridictions? Pourquoi en fait on va buter le chef du gros cartel et on va mettre un mec à nous à la place, qu'un mec qu'on peut contrôler? Pourquoi? Parce que tant que tu n'auras pas convaincu 20% de la population de ce pays de ne pas consommer de drogue, il y aura toujours des cartels. Et bien c'est exactement la même problématique qui se pose pour nous en mer des Caraïbes. Tant que les Français, les Européens et les Américains consomment de la drogue, nous on sera une goutte dans l'océan là-dedans. On fera notre mission parce que c'est notre job, parce que c'est ce qu'on nous a demandé, et on le fait bien. Mais là aussi le problème est politique, c'est-à-dire que toute notre expertise va se heurter aux problèmes politiques. Comprenez bien que le débat, par exemple, qu'on a sur l'armée européenne est un faux débat. C'est pas une armée européenne, enfin c'est pas une armée européenne qu'il nous faut. C'est pas là-dessus qu'on doit réfléchir d'abord. C'est à une politique étrangère. Si on a une politique étrangère, l'armée européenne elle suivra forcément. Sauf que les armées c'est quoi? C'est des outils. Nous sommes nous les outils au service de l'État. Et l'État c'est l'autorité politique qui décide en fonction des suffrages qui ont été décidés par la population. C'est tout ça. Alors, ces tensions géopolitiques, vous les voyez, elles ne sont pas toujours de nature interétatique. Il y a des narcotrafiquants, il y a les passeurs de migrants. Là aussi, c'est pareil. Les passeurs, le trafic de migrants aujourd'hui est plus rentable que celui de la drogue ou celui des armes. Donc, pour vous donner une petite idée, on va revenir aux Caraïbes. Un pêcheur à la crevette. C'est pas le métier dont vous rêvez tous, je le comprends. Pourquoi? Parce que le gars, à la fin de sa journée, après s'être levé à 5h du matin et revenir à 23h le soir, s'il est bon, il touche $6. Quand on lui propose, quand un trafiquant vient lui proposer, voilà, tu regardes ce colis là, tu regardes pas ce qu'il y a dedans, hein, c'est gentil, et puis tu vas me le mettre dans cette île là qui est à 2 heures de bateau, ce soir à 4h du matin. Voilà, c'est bien. Et tu poses pas de questions. Combien il touche le gars? 30 000 €. En un passage de 2 heures, il touche 30 000 € comparé à une journée de travail où il touche 6 €, enfin $6. Vous comprenez que là aussi, toute l'expertise navale s'effondre devant cette réalité économique. Alors, il faut garder les cœurs hauts. Le monde réarme. Et nous, on fait ça. Alors, c'est vrai que, relativisons, il ne faut pas tomber dans l'alarmisme, comme on peut le lire des fois dans certains articles. Le monde réarme, mais enfin, il part de loin. Hein. La dernière fois qu'on a tremblé devant la marine brésilienne, ça remonte. Hein.
Pareil pour la marine indienne. Il y a un incendie par semaine sur leur sous-marin. Les mecs, ils arrivent à mettre un feu à un truc qui est sous l'eau. C'est chapeau. C'est encore un des grands experts. La Chine, par exemple. La Chine, oui, elle s'arme. Vous voyez le Variag ici. Eh oui, c'est le Variag qui est devenu le Liaoning. Bien vu, il y en a qui suivent. On s'est beaucoup alarmé du porte-avions chinois. C'est vrai que quand on construit un porte-avions, c'est pas pour faire de la police des pêches. En revanche, là où il ne faut pas s'alarmer non plus, c'est que la maîtrise de l'outil porte-avions, c'est 10 à 15 ans. 10 à 15 ans, pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez acquis le beau joujou là, il vous faut les avions qui vont dessus. Il vous faut les pilotes. Mais il vous faut les pilotes qui sachent apponter enfin, qui sachent décoller depuis le pont et atterrir depuis le pont. Il faut qu'ils sachent le faire armé. Il faut qu'ils sachent le faire désarmé. Il faut qu'ils sachent le faire de nuit, de jour, par beau temps, par mauvais temps, par mauvaise mer, par bonne mer armé de jour, par mauvaise mer de nuit, dans le brouillard, pas armé. Voilà, donc tout ça c'est de l'expertise en fait qui prend 10 à 15 ans, le temps de maîtriser véritablement l'outil du porte-avions. Donc non, le porte-avions chinois n'est pas une menace tout de suite là dans les mois qui viennent. Voilà. En revanche, les Chinois quand ils ont décidé un truc par contre, ils le font. Je peux vous dire que quand ils l'auront maîtrisé, ils vont vraiment très bien le maîtriser. Alors le monde réarme. Tout ceci, en fait, c'est que l'ordre économique mondial va changer dans les prochaines années, d'après les sauf ruptures stratégiques importantes. Tout ceci, quand on a un nouvel ordre économique, ça a tout de suite un impact sur la puissance militaire. La seule exception, c'est quoi? C'est l'Union européenne, qui est un géant politique, qui est un géant, je veux dire, économique, et qui est un nain politique pour le moment. Laissons-lui un peu de temps, c'est quand même la première fois depuis 2000 ans qu'on ne se fout pas sur la figure en 50 ans, donc il faut calmer le jeu. Ça va se faire, mais le nouvel ordre économique mondial, il est là. Ces ordres économiques mondiaux, ils ont un impact sur les dépenses militaires. Nous, il faut qu'on soit prêt à la haute intensité. La marine a des missions permanentes, vous le savez, la police des pêches, la lutte contre la pollution, la lutte contre le brigandage, la lutte anti-piraterie, etc., etc. Mais on doit être aussi prêt à avoir des conflits de haute intensité. Contre le terrorisme, par exemple, maritime. Pour l'instant, c'est pas courant, c'est pas la stratégie adoptée par nos ennemis. Mais en revanche, ça peut le devenir. Alors, petite partie maintenant pour positiver un petit peu tout ça, et pour la France alors. Qu'est-ce que c'est pour la France la maritimisation? Là, fermez les yeux, voyez-vous la France, représentez-vous la France, ouais, c'est bon, vous la voyez, l'Alsace, les Pyrénées, etc., etc. Vous l'avez tous en tête. Ben, la France, en fait, c'est ça. La France, pour la voir en entier, il faut un planisphère du monde. C'est un peu prétentieux, mais c'est la vraie, c'est la réalité. C'est le dernier pays au monde sur lequel le soleil ne se couche jamais. La France, c'est tout ça. C'est Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est ici le Mozambique, ici l'île de la Réunion, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, etc., etc. Qui a entendu parler de Clipperton ici? Voilà, les chouchous, bien. Pour les autres, l'atoll de Clipperton, ça n'a aucun intérêt. Mais vraiment aucun. Il n'y a pas d'eau potable. En ZEE aussi. Voilà, en ZEE, vous avez tout compris. En ZEE, vous voyez ici le tracé quasi circulaire que fait un atoll qu'on possède autour Et là, il y a énormément de poissons. Il y a tellement de poissons d'ailleurs que les Mexicains, ça les intéresse beaucoup, ce petit atoll. Alors qu'est-ce qu'ils font? À chaque fois qu'on y va, c'est-à-dire une fois tous les 2 mois, en fait, on enlève le drapeau mexicain qui a été planté par les Mexicains. Et on y remet le drapeau français. Donc on s'en va, on dit c'est bien, c'est français maintenant, France. Et puis on revient 2 mois plus tard, et puis il y a un drapeau mexicain. Bon, pourquoi c'est important? Parce que le jour où les Mexicains disent mais attendez, c'est nous qui l'administrons ça. On va la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire au nombre de jours où il y a des bateaux mexicains, des pêcheurs mexicains, où il y a le drapeau mexicain qui est effectivement planté, les gars c'est mexicain. Hein. Donc on va le perdre. Alors vous allez me dire, on en dormira bien, mais imaginez qu'on perd tout le reste. Ça va très très vite. Tout ceci, c'est du poisson, c'est des ressources qui peuvent nous aider à acquérir notre indépendance énergétique. Je vous rappelle par exemple qu'il n'y a pas un seul pays dans l'Union européenne qui est indépendant énergétiquement. Pas un seul. Alors, c'est aussi quoi la France? Donc c'est quelque chose dont le domaine maritime est plus important que le domaine terrestre. Ça, il faut le savoir. C'est 3 millions de Français en Outre-mer, 11 millions de kilomètres carrés, 97% Outre-mer, 50% en Polynésie française.
Et les routes maritimes, presque toutes passent par un point chaud, on l'a déjà dit. Donc vous voyez ici les zones les plus importantes, piraterie, narcotrafic, piraterie. Ici, immigration, enfin trafic de migrants, narcotrafic ici les zones de crise. Bon, bah nous, pas de bol. Soit on est complètement isolé à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit on est pile dans les points chauds. Pourquoi c'est important? Ici, là, par exemple, canal de Mozambique, c'est les îles Éparses. Là aussi, qui d'entre vous, à part les trois chouchous, là, avait entendu parler des îles Éparses? Ah ben, un quatrième chouchou. Eh ben, ces îles Éparses, honnêtement, là aussi, elles n'ont aucun intérêt. Sauf qu'on vient d'y découvrir quoi? Des terres rares. Ah, les terres rares. Voilà qui peut nous donner une indépendance technologique. Voilà qui peut nous permettre de ne pas dépendre des 3 îlots paumés ici entre la Chine et le Japon. Voilà qui pourrait nous permettre à nous de nous développer des technologies autonomes ici en remontant cet arc de commerce. Donc ce détroit-là, il va devenir un détroit d'importance stratégique. Justement à cause de ces terres rares et à cause des autres ressources qu'on y a trouvées. Tout ça, c'est des emplois. Et ça, les politiques, ils sont très intéressés là-dessus. C'est 300 000 emplois directs, le secteur maritime. Et je ne vous parle pas que de la pêche. Vous avez ici à peu près tous les métiers de la mer. C'est plus que l'industrie aéronautique, c'est plus que le secteur des télécommunications et que l'industrie aéronautique et automobile. Or pourtant, dans l'imaginaire des Français, malheureusement, et c'est sur quoi on travaille, dans l'imaginaire des Français, c'est pas encore assez glamour le maritime. On imagine toujours le vieux paquebot rouillé, fait froid, c'est en Bretagne, il pleut. Non mais c'est vrai, quand vous dites à vos parents, j'ai un stage chez Airbus, oh, super, j'ai un stage chez CMA, CGM, c'est quoi? Ben, c'est le plus gros armateur français, leader mondial. Sauf que ça, on le sait pas. Donc nous, on se bat auprès des politiques pour leur dire non seulement c'est 300 000 emplois directs là tout de suite, mais c'est 500 000 en potentiel pour peu qu'on se donne les moyens de surveiller et d'exploiter nos ZE. Alors pourquoi? Vous allez dire c'est très égoïste à l'heure du sans frontières, pourquoi on devrait être les seuls à exploiter? Mais parce que nous, on fait quelque chose que les autres ne font pas, c'est-à-dire qu'on se met sur le dos des normes environnementales, sociales, hygiéniques, sanitaires, sécuritaires, etc. Les quotas de pêcheurs, par exemple, on ne le fait pas pour emmerder les pêcheurs. Pourquoi on a des quotas de pêcheurs? Parce que s'il n'y a pas ces quotas-là, les pêcheurs raflent tout. Mais ils raflent tout trop vite. Dans 20 ans, au rythme où on était avant l'instauration des quotas de pêche, avant ça, il y aurait eu 20 ans, 25 ans, donc il n'y ait plus de poissons. Plus du tout de poissons. Imaginez pour tous les amateurs de sushi que vous êtes, le désarroi du dimanche soir. C'est très grave, devant Netflix. Bon, voilà. Donc, retenez ça, retenez ces 2 chiffres, s'il vous plaît. 300 000 emplois directs pour la France, 500 000 emplois en potentiel, pour peu que la France se dote d'une politique maritime solide. Pour surveiller tout ça, pour avoir une politique crédible, pour avoir une politique solide, pour avoir une politique qui tienne la route, il faut un outil, et cet outil, c'est la Marine nationale. Pour nous, et pour le reste du monde aussi, pour n'importe quel pays qui veut avoir une politique maritime, il est obligé d'avoir une politique navale. Et donc cet outil-là, qu'est la Marine nationale, on ne va pas passer 3 heures sur les missions de la Marine nationale, retenez simplement les missions fondamentales, connaître, anticiper, intervenir, agir, etc. Donc ça, vous les avez dans le livre blanc. On va juste les passer très rapidement en revue pour vous donner une idée. Tout à peu près peut tourner autour de la dissuasion. Depuis 40 ans maintenant, il y a systématiquement au moins un sous-marin nucléaire lanceur d'engins en mer. Au moins un. Personne ne sait où il est. C'est tout l'avantage de la dissuasion. C'est que si on savait où il était, et c'est ça la course véritable aux signaux radar et aux signatures magnétiques, c'est que si jamais un seul sous-marin une fois, même pas ennemi, un autre sous-marin d'une autre nation repère la signature acoustique de notre SNLE, c'est terminé, c'est fini, c'est plié. La crédibilité française s'effondre. Et pareil, si nous on détecte, attention, c'est un jeu où par exemple les Britanniques, on se déteste cordialement comme vous le savez, et pour vous donner anecdote amusante mais réelle, on est tellement bons là-dedans, mais eux aussi ils sont tellement bons, que nos sous-marins sont tellement silencieux, qu'en fait on s'est percuté l'un l'autre. Et là, à la fois on a l'air con parce qu'on n'a pas pu détecter le sous-marin d'en face, et à la fois on a une petite fierté parce qu'il n'a pas pu nous détecter. Puis après, il faut réparer pour des millions de dollars le sous-marin parce qu'on s'est véritablement percuté, on ne s'est pas vu. Voilà, tout simplement, parce que là où dans les profondeurs où on va,
Déjà, il n'y a pas de hublot sur les sous-marins, ça me semble logique. Et en même temps, il n'y a pas de lumière non plus. Alors, pour vous donner une petite idée, un SNLE, c'est plus complexe que la fusée Ariane, en termes technologiques. Pourquoi? Parce que dans ce SNLE, vous avez en fait 16 Ariane. Vous avez 16 équivalents de missiles qui doivent pouvoir décoller sous l'eau. En gros, c'est comme si vous mettiez la fusée Ariane vraiment sous l'eau et vous la faites décoller sous l'eau depuis une plateforme, en plus, réduite, qui possède elle-même une chaufferie nucléaire. Vous doutez bien que la protection du secret là-dedans, c'est ce qu'il y a de plus sensible en France. C'est que les missiles M51 qui les équipent, c'est pas encore une attraction. Ce qui est normal. Alors, pourquoi tout tourne autour? Mettons qu'on mette ça à l'eau. Comment ça se passe concrètement? Vous avez un sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui quitte la rade de l'île Longue, que vous voyez derrière, et puis qui va atteindre un certain point connu du commandant seul. Et à partir de ce point-là, il va plonger. Tout le travail des équipes autour, c'est de s'assurer qu'il n'y ait rien du tout dans la zone qui puisse entendre ou suivre le sous-marin. C'est de l'hélicoptère anti-sous-marin, c'est de la patrouille maritime anti-sous-marine ou même visuelle, c'est des avions de chasse qui peuvent éventuellement établir une zone de couverture aérienne, c'est des commandos marines et des fusiliers marins qui s'assurent qu'autour, il n'y ait pas un ou deux Chinois qui prennent des photos à une heure où il ne faudrait pas trop. Non mais ça, attention, c'est très concret, c'est-à-dire que les gars, ils arrivent, vous connaissez ces histoires d'étudiants qui se sont fait gauler dans des labos de recherche, parce qu'il n'y a pas de surveillance, comme on n'est pas très méfiant. Donc là, on essaye quand même d'être un peu méfiant. C'est le déminage. Le déminage, par exemple. Honnêtement, à quoi ça sert? Eh bien, quand on a des pays, par exemple, dont on sait qu'ils ne vont pas pouvoir aligner 3-4 croiseurs en face de nous, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils minent. C'est beaucoup plus facile de miner, ça coûte bien moins cher. Pour vous donner une idée, pour les mines posées pendant la Seconde Guerre mondiale, il faudra encore 200 ans pour les déminer toutes. 2 siècles de travail pour 6 ans de guerre. Réfléchissez bien la prochaine fois qu'on mine. Mais pour vous dire que la France est un des seuls pays au monde à avoir cette expertise à la fois de minage d'un détroit pour étouffer économiquement un pays, mais aussi de déminage. Donc on manque un peu de pêcheurs démineurs. Là. Donc si jamais il y en a qui aiment bien à la fois le danger et la plongée, je vous invite à postuler. Vous avez ces sous-marins qui sont véritablement l'outil dont se dotent les marines émergentes. Ce sont des sous-marins nucléaires d'attaque. Sous-marins nucléaires d'attaque, ça ne veut pas dire qu'ils ont des missiles nucléaires. Ça veut dire qu'ils sont à propulsion nucléaire. Quand on vous parle d'un sous-marin nucléaire, c'est un sous-marin à propulsion nucléaire. Si c'est un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, c'est un lanceur d'engins nucléaire. C'est sous-entendu. Voilà, il faut le savoir pour ne pas faire des contresens dans vos analyses, par exemple, internationales. Ces sous-marins, ils font quoi? Ils font du déni d'accès. Quand vous savez, vous êtes le Vietnam, vous savez que de toute façon, vous ne pourrez pas concurrencer la marine chinoise. Qu'est-ce que vous faites? Vous achetez plein de sous-marins comme ça, histoire d'être sûr que les gars ne vont pas dans vos ZE. Parce que ça leur fait peur aux Chinois d'avoir des sous-marins qui peuvent tirer une torpille n'importe comment sur une de leurs frégates qui s'approcherait un peu trop près. Donc ça, c'est un outil extrêmement utile. On en a 9, voilà, pour l'anecdote, et de ça, on en a 4. Et puis vous avez bien sûr les frégates de premier rang. Alors les frégates de premier rang, il y en a quelques-unes. Les plus récentes, ce sont les FREMM, dont vous connaissez l'existence. Il y a aussi de très beaux engins qui sont les FDA, des frégates de défense aérienne, frégates de défense aérienne, les Chevalier Paul et Forbin. Donc ça, ce sont des frégates de premier rang, c'est-à-dire qu'ils sont prêtes pour la haute intensité. C'est-à-dire que là, on les équipe de missiles de croisière navale, qui sont des missiles de très haute portée. On n'a pas parlé du porte-avions. Le porte-avions, si en fait vous le voyez ici, le porte-avions, ce n'est pas un bâtiment qui est lourdement armé. Il appartient systématiquement et toujours au groupe aéronaval, et le groupe aéronaval il est constitué du porte-avions et d'à peu près toutes les composantes ici, sauf la dissuasion. Il trimballe toujours des commandos, il a toujours à côté de lui un ou deux SNA qui l'escortent, parce que c'est très vulnérable un porte-avions, c'est une caisse à savon le porte-avions. C'est une petite ville, c'est 2000 personnes, mais c'est une caisse à savon qui ne sait pas se défendre tout seul. Donc il a besoin de frégates anti-sous-marines, de frégates anti-aériennes, etc. à chaque fois qu'il se déplace. Le porte-avions, pour vous donner une idée, si vous le placez à Toulon, il peut frapper Amsterdam. Voilà, c'est sa portée un petit peu pour vous donner une idée de quand vous analysez par exemple les déplacements du porte-avions dans vos travaux, vous pouvez utilement prendre le compas, voir ce que ça fait Toulon-Amsterdam et le reporter sur les cartes. Et vous voyez donc pourquoi on déplace le porte-avions plutôt dans telle ou telle zone.
Et enfin, on va passer rapidement, et c'est mon avant-dernière slide, rassurez-vous. Vous avez ici la réalité budgétaire qu'il y a derrière cet outil de la Marine nationale. La réalité budgétaire, elle est triste. Elle est triste parce que vous voyez les dépenses de l'État, vous voyez la mission défense généralisée, donc défense et anciens combattants. Vous voyez le programme 178 qui est l'acquisition de nouveaux matériels, c'est un budget séparé. Et puis vous voyez ici le budget pour la marine. Donc on ne peut pas dire qu'on occupe une place prépondérante dans la dépense de l'État. Ça se répartit de cette façon-là, retenez pas tout, simplement retenez au moins la division budgétaire. Il y a la rémunération du personnel, l'entretien du matériel, le fonctionnement, les carburants opérationnels, le matériel et les munitions. Et comme je vous l'ai dit, l'acquisition, un programme d'armement, c'est un budget séparé, parce que c'est quelque chose qui échappe à l'annualité de l'État, à l'annualité de la dépense budgétaire. C'est normal, un programme d'armement, c'est sur 20-30 ans. La marine en 2025, on sait déjà à quoi elle va ressembler. Le chef d'état-major peut vous dire, voilà, on aura ça, on aura ça, on aura ça, et ça aura telle capacité. Ce qu'on ne sait pas, c'est la marine en 2100. Mais d'ici 2025-2030, on aura déjà une idée de à quoi ressemblera la marine de 2080. Donc vous voyez, c'est du temps long. C'est aussi ce qui explique que parfois, face à des surprises stratégiques, on n'a pas toujours le bon outil, parce qu'on n'a pas à la fois le matériel et à la fois la formation. Tout ça, c'est du personnel qui doit se former. Tout ça, c'est du personnel dont on doit maintenir le savoir-faire. Les Britanniques, par exemple, se mordent les doigts d'avoir perdu leur porte-avions. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, réacquérir un porte-avions et le savoir-faire d'un porte-avions, c'est 10-15 ans. Donc là, ils ont perdu du savoir-faire. Mais c'est quoi le savoir-faire? C'est pas tellement de construire un porte-avions, ça c'est des chantiers navals, ils savent à peu près le faire. C'est véritablement former le mécano qui est sur l'outil qui va servir au décollage du porte-avions, au décollage des avions. La catapulte, par exemple, d'un porte-avions, c'est un phénomène qui est unique, vous ne trouvez pas ça ailleurs. Donc quand vous perdez le savoir-faire, et donc le gars qui l'a fait parce que vous l'avez mis à la retraite en disant t'as plus de travail, ben, il ne va pas forcément revenir pour aller former le petit nouveau, qui en plus travaillera sur un matériel différent. Donc voilà un petit peu les problématiques que je voulais vous présenter. Et puis pour terminer, si vous devez retenir une image du monde, c'est celle-ci. Alors bien entendu, ça ne se voit pas trop. Vous avez les zones urbaines en jaune, vous avez les routes en vert, vous avez les shipping routes en bleu et le trafic aérien en blanc. Vous pouvez voir un petit peu les câbles dont on a parlé sous-marins suivent en fait globalement les routes navales parce qu'eux aussi ils ont besoin de passer par les routes les plus courtes. Donc en fait, le monde, pour le comprendre, pour le voir, pour l'analyser, parce que ce sera votre métier, vous devez le voir d'une façon extrêmement dynamique, extrêmement fluide, extrêmement changeante, en ayant en tête tous ces trafics qui, je vous le répète, déterminent complètement les relations internationales à un point plus profond qu'on peut imaginer. Et je vous remercie et suis ouvert à vos questions. Deuxième rang. Ça dépend. On est ce qu'on appelle une marine de deuxième rang. Les premiers, c'est les États-Unis, bien entendu, c'est-à-dire qu'avec 11 porte-avions, dont 7 en service, ils ont une petite longueur d'avance. Les marines se classent en différents critères. Il y a le tonnage, qui est la capacité, j'allais dire, bête et méchante, le nombre de bateaux. Il y a le spectre opérationnel, et pour ça, véritablement, pour le spectre opérationnel, mais pas pour le tonnage, pour le spectre opérationnel, la marine française est la deuxième. La preuve. Les Américains nous font extrêmement confiance parce qu'ils savent qu'on est les seuls, même devant les Britanniques, de leurs alliés, à pouvoir avoir un tel niveau d'interopérabilité. La preuve, plus concrète encore, c'est que c'est un amiral français qui vient de prendre le commandement de la Task Force 150, qui est celle qui va intervenir justement, qui intervient à Daesh. Voilà. Alors que ça, normalement, c'est un commandement américain. Voilà, pour répondre à votre question. Oui. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Moi j'ai réalisé mon stage aux Forces armées aux Antilles cet été, et je me suis entretenu justement avec un officier de la marine, lui qui était rattaché à la DRM, Direction de l'enseignement militaire, et qui lui portait un autre point de vue sur la marine britannique, et qui justement me disait qu'il aurait fallu qu'on en prenne plutôt exemple, puisqu'ils avaient aujourd'hui véritablement la capacité de se projeter partout dans le monde, qu'ils avaient réussi à faire par exemple pendant la guerre des Malouines. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de... L'appareil, surtout de la marine, particulièrement en France, était vétuste. Et que
par exemple, même une opération en Syrie, sur terre, ne pouvait pas être envisageable avec les capacités de la marine, purement française. Et que justement, en fait, les choix britanniques qui avaient été faits durant ces dernières années de mettre en priorité vraiment les forces tout simplement maritimes devant les forces de l'armée de terre avaient payé. Et aujourd'hui, donc, avec la création de la Royal Auxiliary Fleet, donc cette flotte qui était censée entretenir justement l'ensemble des forces britanniques, avait véritablement payé en fait sur le long terme. Donc je suis un petit peu surpris quand vous dites qu'on est un... Votre officier a raison. Mon commentaire sur la marine britannique, elle constituait uniquement sur la perte de la capacité de leur porte-avions. La marine britannique, c'est la marine qui est, à part cette capacité du porte-avions, qui est en capacité opérationnelle, qui est notre exact égal. C'est notre partenaire privilégié juste après les États-Unis. Donc il a raison. Il y a des choix qui ont été faits parce que les Britanniques ont une moins bonne culture que nous de l'armée de terre. Nous, l'armée de terre, allez vous attaquer à l'armée de terre, c'est vous attaquer à un syndicat, une administration, un ROC, c'est difficile parce qu'il y a une culture terrienne en France qui fait qu'on n'arrive pas à concevoir qu'on va diminuer une armée et surtout l'armée de terre au profit d'une autre. Les Britanniques ont réussi à faire ce choix politique. Je pense effectivement qu'à long terme, il sera payant parce qu'ils vont pouvoir moderniser leur appareil de façon générale. Simplement, moi j'ai mis une réserve, c'est que en attendant, heureusement qu'il y avait les Frenchies pour faire le boulot. Si tout le monde fait comme les Brits, l'opération en Syrie, elle ne pouvait pas se faire, ou l'opération en Irak ne peut pas se faire, parce qu'ils n'ont pas de porte-avions. Alors oui, on peut construire des bases. Pour pallier le problème du porte-avions, on utilise les bases. Chypre, il y a une base britannique. Enfin, c'est pas rien mettre en place une base. C'est pareil, le temps que ça se construise, etc., etc. Donc, oui, votre officier de la DRM, il a raison de porter ce regard. Effectivement, la marine britannique est notre égale, à l'exception, il faut bien le dire, de la capacité de projection des forces aériennes. Oui. Je voulais poser une question sur les conséquences du développement par la Chine de la nouvelle route de la soie terrestre sur ces échanges maritimes, si ça ne va pas, même si assez peu finalement. Oui, je pense pas. Ça peut rediriger une partie de la production au cas où il y a un blocage au niveau du détroit de Malacca. Je pense que c'est plutôt ça ce que les Chinois ont en tête, c'est qu'ils se disent bon les gars, là visiblement c'est touchy. Les États-Unis sont prêts à déployer leur porte-avions si jamais on commence à nous montrer un peu trop. Les Européens sont pas très d'accord. Les marines du monde, enfin les marines de cette zone, on va se les mettre tout à dos. Regardons si on ne peut pas construire une route qui pourrait nous permettre de sauver ne serait-ce que l'importation de pétrole pour la production de nos usines, parce que c'est ça qui les importe. L'exportation, ça les asphyxierait, mais ce qui serait pire encore, c'est de ne plus produire. Parce que ce qui fait peur aux Chinois, c'est quoi? C'est pas les États-Unis ou l'Europe, c'est véritablement les implosions sociales. C'est ces conflits-là, il y a un conflit par jour en Chine, dont on ne parle pas forcément, qui risque de faire imploser le modèle politique. Donc ça, ils en sont terrifiés, et s'ils font la route de la soie, c'est justement pour avoir éventuellement une route de secours au cas où la route maritime soit bloquée. Mais les échanges et les infrastructures qu'il faut mettre en place de la Chine jusqu'en Europe pour transporter ne serait-ce que 10% de la valeur ou du volume transporté par mer, je leur souhaite bien du courage. Voilà, on peut attendre encore un petit peu. Oui. À l'inverse, est-ce que vous pouvez revenir sur les facteurs qui ont contribué au développement de la piraterie dans la Corne de l'Afrique? Alors oui, c'est pas mon domaine d'expertise, néanmoins on s'est penché effectivement là-dessus. La piraterie dans la Corne de l'Afrique, elle est liée à deux choses en fait très simples. Vous avez un État qui s'effondre. Vous avez donc une situation d'anarchie complète. Vous avez un État qui est pris en haut par Somaliland, qui est un fantôme d'État un tout petit peu soutenu par la communauté internationale. Vous avez des chefs de guerre qui se bataillent entre eux, mais dès qu'il s'agit d'aller taper sur la gueule du voisin, ils arrivent à s'allier. Et puis vous avez aussi les shebabs islamistes qui prennent le pouvoir en s'affiliant à Al-Qaïda. Et donc ils vont recevoir des fonds. C'est un petit peu le problème. Et puis pourquoi cette zone-là? Mettons-nous à la place des Somaliens. Vous n'avez plus d'État. Vous avez une guerre civile sans arrêt sur votre dos. Vous n'avez pas de quoi nourrir votre famille. Et vous voyez passer au loin les porte-conteneurs qui regorgent des richesses du monde auxquelles vous n'avez pas accès.
fatalement dans votre tête se dit mais il est pas armé le truc là en face. Allez, ils verront rien. Et c'est comme ça qu'est né le phénomène de la piraterie. Ce sont des gens, c'est pas quelque chose de fondamentalement criminel dans son intention. C'est pas des gens qui se sont dit génial, on va nuire au trafic international et ça va être bien parce qu'on va se faire plein d'ennemis. C'est véritablement des gens qui, sur le besoin, se sont dit ces richesses passent devant nous, nous n'y avons pas accès, et ben on va se débrouiller pour y avoir accès un petit peu chez nous. Et du coup, ils sont eux aussi ils étaient très populaires, les pirates, parce que c'est des pères de famille qui sont après impliqués dans des réseaux mafieux, qui après ces réseaux mafieux ont des liens avec le terrorisme international. Mais à la base, c'est des pères de famille qui se sont dit, les gars, c'est moins cher d'acheter une Kalachnikov qu'une maison. Et ben, Dieu merci, j'allais dire, mais qui se sont dit, voilà, les moyens sont là, on a des mafias, allez, on va prendre les richesses. Pourquoi pas nous, tout simplement. Oui. Alors, est-ce que dans ce cas, on peut étendre le collier de perles chinois jusqu'à cette corne de la Somalie avec les points stratégiques français? Alors, on ne peut pas l'étendre avec les points stratégiques français, puisque c'est le collier de perles chinois. Enfin, est-ce qu'on peut sectionner la route et avoir un partenariat, par exemple? Vous avez dit qu'on a les îles Éparses. Éparses qui ont des terres rares. Est-ce qu'on pourrait créer une route annexe avec les Chinois qui en partagent? Alors, partager un truc avec les Chinois, c'est possible, mais c'est en théorie. C'est comme ça sécuriser la route aussi pour les Français. Oui, mais l'une des menaces auxquelles on est confronté, c'est aussi la Chine. Ah, d'accord. Et oui, parce que autant ils ne posent pas de problème, ils ne posent pas de menaces commerciales. Les Chinois ne vont pas pirater nos routes s'ils n'ont aucun intérêt, puisque c'est leur marchandise. Non, mais ce serait con. En revanche, c'est une menace militaire, parce qu'eux, ils ne sont jamais dans une zone juste pour protéger la paix, la sécurité, les enfants et les veuves. Ils sont là pour espionner, ils sont là pour avoir du renseignement, du savoir, pour placer des pions, etc. etc. Donc, on peut sécuriser le commerce. En termes militaires, c'est beaucoup plus sensible. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ça vous a intéressé et j'espère aussi que vous arriverez à avoir les chiffres et vraiment la dynamique du monde maritime dans les... Oui, alors deux questions du coup. Je peux vous envoyer le PowerPoint, oui, je le ferai passer par Pierre. Et il y a des sujets de mémoire que vous avez proposés. Pardon, il y a des sujets de mémoire que vous avez proposés pour nos étudiants. Oui, aussi. Voilà, vous pouvez travailler sur les sujets qui sont des sujets d'intérêt sur lesquels l'état-major se penche, hein, donc c'est pas des trucs en l'air. C'est des problématiques sur lesquelles on voudrait avoir votre soutien. Monsieur, la question. Parfait. Oui. Et que se passe-t-il par exemple si on a une dispute au niveau des prospections des ressources, qu'il y a une dispute entre les États qui n'ont par exemple pas signé une clause? Comment ça se passe? C'est du B2B. C'est-à-dire que là, les États-Unis par exemple se mordent les doigts en disant c'est trop bête, comme on n'a pas ratifié Montego Bay, ben, en fait on n'a aucune légitimité autre que la coutume internationale, dont vous savez qu'elle est une source du droit international public. On n'a pas de ressources autres que la coutume. Or, pour un tribunal international, tribunal de la mer ou CIJ, la source qui pèse le plus, c'est le traité sur la coutume. Donc là, les États-Unis ont un vrai débat interne, ils endorment bien le soir quand même, hein, et je veux dire, ils ont un vrai déchirement interne entre est-ce qu'on se lie à cette convention qui peut nous donner officiellement la première zone économique du monde, ou est-ce qu'au contraire on se dit bon, on ne veut pas être point pied et point lié, mais dans ce cas, on n'a aucun argument pour faire valoir nos droits. Ah non, j'ai entendu dire que les sous-marins diesel étaient plus silencieux que les sous-marins nucléaires. Je serais intéressé pour avoir votre source. Je serais intéressé pour avoir votre source. Parce que, comme ça, là, je ne suis pas un spécialisé sous-marin, mais comme ça, là, si on se fait suer à faire des chaufferies nucléaires sur des sous-marins, c'est parce qu'on a comparé que le diesel était beaucoup plus brillant. Ceci dit, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri aussi. Nous, on a comparé avec nos moteurs diesel il y a déjà 20 ans. Donc c'est pas impossible que certains chercheurs aujourd'hui arrivent à faire des moteurs diesel très... Oui. Pour préciser, les Japonais là, font des diesels électriques plus silencieux que les nucléaires. Ben voilà. Voilà, tout à fait, c'est ça. C'est des nouvelles technologies. Parce que nous, je crois qu'on n'en a plus de diesel. Non. C'est tout l'enjeu de la lutte sous-marine, c'est qu'on doit les trouver. Et je pense que nos états-majors, la DGA, en tout cas la délégation générale à l'armement, qui fait les programmes d'armement, doit suivre cette question des sous-marins japonais de façon très très proche. Hein, parce que... Parfait.
Merci encore. Et bon courage.